Le 15 février 2010, à 9h39, la police du comté de San Diego a reçu un appel inquiétant de Michael McStay, résident à Huntington Beach. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu contacter son frère Joseph McStay, sa femme Summer et ses enfants Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans, pendant 11 jours depuis le 4 février. Ils n'ont pas répondu aux appels pendant toute cette période, ce qui est tout à fait atypique pour une famille qui a toujours été en contact. La police s'est rendue à l'adresse indiquée par Michael, 3473 Avocado Vista, Fallbrook, Californie, pour vérifier ce qui se passait. Cependant, en arrivant sur place, les policiers n'ont rien trouvé d'anormal. La maison était vide et bien que le garage n'ait pas été inspecté, personne n'y a prêté attention. Qu'il s'agisse d'une erreur ou de la méfiance habituelle à l'égard des mauvaises nouvelles, la police a conclu que la famille était peut-être simplement partie. Signe suspect, mais la situation a commencé à évoluer différemment. Le shérif du comté de San Diego arrive sur les lieux dès le 10 février, mais ne voyant rien d'anormal, n'entre pas non plus dans la maison. Le 13 février, Michael McStay lui-même revient sur les lieux de la disparition. 2 chiens appartenant à la famille McStay, Bear et Little Bear, attirent son attention. Ces animaux avaient l'air sales et affamés, ce qui semblait tout à fait étrange pour des personnes qui partiraient sans s'occuper de leurs animaux de compagnie. Michael, inquiet que quelque chose soit arrivé à la famille, décide de se faufiler dans la maison par une fenêtre. À l'intérieur, il trouve des signes indiquant que la famille a quitté la maison précipitamment. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol, et il semble que les propriétaires soient simplement partis en laissant tout en l'état. À l'intérieur, malgré l'absence de signes inquiétants, Michael sent que quelque chose ne va pas. Enfin, un appel à la police. Quelques jours plus tard, Michael décide de signaler la disparition de sa famille à la police. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence l'enquête, qui conduira à la découverte de détails macabres. Le 10 février, des policiers se rendent au domicile des Douglas, mais ne trouvent aucune trace de lutte ou d'effraction. La décision est prise, il faut attendre quelques jours, en espérant que la famille prenne contact d'elle-même. Premier indice, le temps passe et les Douglas ne se manifestent pas. L'inspecteur Thomas Rivers, qui s'est vu confier l'affaire, a commencé par demander les données relatives aux appels de Michael et de Lily. La réponse de l'opérateur révèle que le téléphone de Michael est éteint depuis le 3 février au soir. Dans le même temps, le téléphone de Lily est resté actif pendant encore 2 jours. Il recevait des appels et des messages, mais ne répondait pas. L'opérateur a également signalé que le 3 février, les téléphones du couple ont été enregistrés près de l'autoroute I-15 à environ 15 km de leur domicile. À 21h17, un appel sortant a été passé depuis le téléphone de Michael vers son collègue, mais l'appelant n'a pas répondu. Le téléphone a ensuite été définitivement éteint. Le dernier appel sortant de Lily a été enregistré à 16h55 le même jour. Des messages ont été reçus sur son téléphone jusqu'au 7 février, date à laquelle le téléphone a probablement été déchargé. Pendant tout ce temps, le signal du téléphone de Lily a été observé près d'un pont, situé à proximité de la ville d'Escondido. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. Il se renseigne auprès de tous les aéroports, gares routières et ferroviaires, hôtels et hôpitaux des environs. Le 12 février, des informations sur la famille disparue sont communiquées aux médias. Des parents et des amis des Douglas ont créé un site web offrant une récompense de 2000 $ pour toute information utile. Des drones ont même commencé à être utilisés pour retrouver la famille. Données financières et perquisitions.
Un détective a obtenu un mandat de perquisition au domicile de la famille et a également demandé un examen de leurs transactions financières. Il a été découvert que Michael avait plus de 150 000 $ sur son compte et qu'aucune transaction n'avait été enregistrée depuis sa disparition. La famille avait récemment acheté une maison spacieuse de 2 étages pour 400 000 $. Les entretiens avec les voisins ont révélé que personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition. Le 19 février, Rivers et une équipe d'experts sont allés fouiller la maison et ses environs. Trouvailles étranges. La première chose qui a attiré l'attention est l'absence d'un des véhicules. Le SUV Toyota 4 Runner noir appartenant à Michael a disparu tandis que le second véhicule, le Ford Escape de Lily, est resté garé à l'extérieur de la maison. Il semble que ce soit le 4 Runner avec lequel la famille a quitté la maison. Lorsque la police a examiné la maison, elle n'a trouvé aucun signe de lutte, mais elle a remarqué des détails étranges. Sur le canapé du salon se trouvaient les lunettes de Lily, qui sortaient rarement sans elles. À proximité se trouvaient 2 grandes boîtes de pop-corn, dont une partie était éparpillée sur le sol, comme si les enfants l'avaient mangée devant la télévision. Dans la cuisine, il y avait une barquette d'œufs abîmés, une banane noircie posée sur la table et un paquet de pop-corn à moitié cuit dans le micro-ondes. La salle de bain soulevait encore plus de questions. Une lampe de table était posée sur le sol comme si quelqu'un l'avait accidentellement fait tomber. Dans le dressing, il y avait des objets éparpillés et des valises ouvertes dans lesquelles on avait mis quelque chose à la hâte. Cependant, le processus d'emballage avait été brusquement interrompu. Les sacs n'étaient pas fermés et les affaires n'étaient pas complètement emballées. L'absence de sac à main féminin est encore plus étrange. Bien que Lily ait beaucoup de vêtements, aucun de ces sacs à main n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs ont interrogé les employés de Joseph, les associés Chase Merritt et Dan Cavanaugh, qui étaient chargés de la partie technique du travail. Il s'est avéré que l'entreprise générait des revenus réguliers et était évaluée à près d'1 million de $. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés sur d'éventuels suspects. Le 23 février, soit 19 jours après la disparition, Interpol a été associé aux recherches. Le 5 mars, une nouvelle piste importante est apparue. Des images provenant de caméras de surveillance situées à la frontière avec le Mexique. L'image floue montre une famille de 4 personnes franchissant un poste de contrôle. Toutefois, la qualité des images ne permettait pas d'identifier précisément les personnes. La voiture a quitté la maison le 4 février, alors que les images de la frontière sont datées du 8 février. Malgré ces doutes, la police a mis fin à l'enquête, supposant que la famille était partie de son plein gré. La famille n'a pas cru à cette version. Le père de Joseph, Patrick, a essayé d'organiser ses propres recherches en demandant l'aide d'un ami texan, Tim Miller, qui a participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais cela n'a donné aucun résultat. Les années ont passé, mais la famille n'a jamais été retrouvée, ni au Mexique ni ailleurs. En 2013, l'affaire a été confiée au FBI. Les circonstances de la disparition sont restées mystérieuses, donnant lieu à de nombreuses rumeurs et théories. L'une d'entre elles est que Joseph aurait été impliqué dans un cartel, ce qui aurait entraîné ses conséquences. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Une autre théorie a été avancée par l'écrivain Rick Baker. Il pensait que Summer pouvait se débarrasser de son mari et s'enfuir avec les enfants, allant même jusqu'à simuler un enregistrement de la caméra à la frontière pour induire l'enquête en erreur. Des informations ont également fait surface sur les problèmes de santé de Joseph. Il avait souvent des vertiges, ce qui aurait pu influencer son comportement. La famille McStay a disparu en 2009. Et l'affaire est restée silencieuse pendant des années. Les gens ont oublié l'histoire, mais les proches espèrent toujours qu'ils sont en vie. Le 11 novembre 2013,
un motard a découvert un crâne humain dans le désert de Morave, et les enquêteurs arrivés sur place ont trouvé 2 tombes peu profondes, avec les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Une masse d'1 kilogramme, qui pourrait être l'arme du crime, gisait également sur les lieux. Les restes étaient complètement décomposés, et il a fallu 4 jours pour les identifier. Le 15 novembre, il a été confirmé qu'il s'agissait de Summer et de Joseph, et que les petits squelettes étaient probablement ceux de leurs enfants. L'enquête a été confiée au bureau du shérif de San Bernardino. L'ADN de Chase Merritt, l'associé de Joseph, a été retrouvé dans le véhicule de la famille, mais les enquêteurs l'ont d'abord ignoré, parce qu'ils pensaient que la famille avait fui au Mexique. Cependant, le lieu de sépulture se trouvait dans une zone reculée, et il a été possible de conserver des preuves, notamment des traces de pneus qui correspondaient à ceux du camion de Chase. Il s'est avéré que ce dernier connaissait bien le désert, puisqu'il y avait passé du temps lorsqu'il était enfant et que sa sœur vivait à proximité. Les données du téléphone portable ont également confirmé qu'il se trouvait sur le lieu de l'enterrement. En outre, Chase était en proie à de graves difficultés financières. Alors que les affaires de Joseph étaient en plein essor, Chase empruntait constamment et sa dette totale s'élevait à environ $100 000. Il falsifiait également des chèques et même après la disparition de sa famille, il continuait à frauder. Il s'est avéré qu'il avait un grave conflit avec Joseph au sujet de l'argent. La dernière fois qu'ils se sont disputés, c'était au sujet d'un remboursement important pour une fontaine défectueuse. Toutes les preuves pointaient vers Chase. Le 5 novembre 2014, il a été arrêté. Le père de Joseph s'est souvenu que son fils n'était pas satisfait du travail de Chase et qu'il envisageait de le remplacer, ce qui aurait pu constituer un motif supplémentaire. Chase jouait et devait d'importantes sommes au casino. Le 4 février 2010, il aurait appris que Joseph allait le dénoncer à la police pour tricherie. La Californie applique la loi des 3 coups et Chase aurait pu être condamné à une peine de prison à perpétuité. Le soir du 4 février, il s'est rendu dans la maison de son partenaire et a tué toute la famille, puis a caché les corps pendant 2 jours avant de les conduire dans le désert. Auparavant, il a conduit le 4x4 de la famille jusqu'à la frontière pour laisser l'enquête déraper. Il s'est avéré que c'est Chase qui a cherché des informations sur le Mexique dans l'ordinateur de Joseph. Le procès s'est ouvert le 7 février 2019. Les preuves contre Chase étaient circonstancielles, mais l'accusation a prouvé avec assurance sa culpabilité. La défense a tenté de faire porter le chapeau à un autre partenaire commercial, Dan Cavanagh, mais l'enquête n'a pas permis de recueillir d'éléments à son encontre. Finalement, le jury a déclaré Chase coupable du meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à la peine de mort et se trouve actuellement dans une cellule de détention en attendant son exécution. Après le verdict, Chase Merritt a continué à clamer son innocence. Sa défense a déposé de nombreux recours, invoquant l'absence de preuves directes et la partialité présumée de l'enquête. Cependant, la Cour est restée inflexible. Toutes les preuves le désignaient. Pendant ce temps, les proches de la famille McStay tentent de surmonter cette perte. Le père de Joseph, Patrick McStay, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, exigeant que justice soit faite le plus rapidement possible. Il a souligné que Chase n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un ami de confiance de la famille. La trahison de sa part semble particulièrement cruelle. Les médias continuent de couvrir l'affaire, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité de l'enquête. Certains ont critiqué la police pour avoir orienté l'enquête dans la mauvaise direction au cours des premières années, tandis que d'autres ont fait remarquer que sans les corps retrouvés dans le désert, l'auteur du crime n'aurait peut-être jamais été découvert. En attendant, l'histoire de la famille McStay reste l'un des crimes les plus brutaux et les plus mystérieux de son époque.
Leur destin, si tragiquement interrompu, nous rappelle à quel point la vie humaine peut être fragile et à quel point la confiance peut facilement conduire à la mort. Malgré la condamnation de Merritt, l'affaire de la famille Maxtey a laissé de nombreuses questions dans son sillage. Pourquoi la famille a-t-elle pris la route cette nuit-là, laissant derrière elle tous ses biens et ses animaux domestiques? Joseph avait-il un conflit avec quelqu'un d'autre? Et surtout, Merritt aurait-il pu agir seul ou aurait-il eu des complices? Cette histoire est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'actualité criminelle aux États-Unis, nous rappelant à quel point il est facile de disparaître et de se révéler être la victime d'un crime soigneusement planifié.